Alors que nous pratiquons la méditation de plus en plus fréquemment, il y a une faculté en nous qui se développe progressivement, et c'est la conscience de notre mental supérieur. Pas encore le bouddhi ou la conscience spirituelle, mais juste le mental supérieur. Le mental supérieur, comme beaucoup d'entre vous le savent, est impersonnel. Il regarde les choses sans les relier à ce que nous aimons ou n'aimons pas, à nos préférences personnelles, à nos peurs. Quand vous voyez quelque chose, comme, disons, la couleur bleue, alors c'est bleu, point final. Ce n'est ni j'aime le bleu ou je n'aime pas le bleu. D'un autre côté, notre personnalité, notre mental inférieur, nos émotions et nos sensations physiques, ils ont des préférences. J'aime ça, je n'aime pas ça. J'ai peur de ça et je n'ai pas peur de ça. J'aime cette personne, je n'aime pas cette personne. Telle est la nature de la personnalité. Mais le mental supérieur est différent. Il est capable de voir les choses objectivement, de voir plus les choses telles qu'elles sont. Et c'est là la semence, le début du développement de ce que nous appelons la volonté intérieure. Nous verrons qu'il y a deux parties en nous. La partie inférieure, la personnalité, qui est un produit d'expérience, de processus de croissance, de conditionnement, d'habitudes, etc. Et ces habitudes, ces tendances sont automatiques. Il n'y a pas de réflexion à ce sujet. Nous voyons quelque chose, nous y réagissons. Le mental supérieur est cependant différent. Quand nous voyons quelque chose, nous le voyons simplement, sans aucune sorte de réaction personnelle, et ensuite nous commençons à voir la réalité de plus en plus précisément. Supposons que vous rencontrez une personne avec qui vous avez eu des problèmes hier ou l'année dernière ou quand vous étiez jeune. Au moment où vous le voyez aujourd'hui, vous avez immédiatement une réaction. En fait, vous avez peut-être déjà pris la décision que vous n'aimez pas parler à cette personne. Peut-être était-ce une personne vraiment difficile à gérer il y a 10 ans, et maintenant vous la rencontrez et vous n'aimez pas lui parler. C'est la réaction de la personnalité avec tous ses souvenirs. Cependant, le mental supérieur ne regarde pas les choses de cette façon. Pour autant que vous le sachiez, cette personne est déjà un saint, et non plus la personne difficile que vous connaissiez il y a 10 ans. Et, par conséquent, nous sommes ouverts à rencontrer à nouveau cette personne, à comprendre cette personne, et nous pouvons décider qu'encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler avec lui ou que nous pouvons travailler avec lui. Il y a toujours ou souvent un conflit entre cette volonté intérieure et les conditions inférieures de notre personnalité. Et dans notre vie spirituelle, dans notre processus de croissance, nous y sommes constamment confrontés. Et plus notre perception du mental supérieur est forte et claire, plus notre volonté intérieure est efficace. Plus elle est forte, plus sage est notre habileté à prendre des décisions. Par conséquent, l'éveil et le renforcement de cette faculté du mental supérieur, le mental abstrait, est une partie très importante de notre croissance vers la maturité. Nous sommes immatures dans la mesure où nous nous laissons emporter par nos conditionnements passés. Je peux, par exemple, m'habituer à un certain type de nourriture, qui n'est peut-être pas saine, et laisser à la personnalité
je continuerai de prendre cette nourriture, cette boisson, ce liquide, même si je sais que c'est quelque chose de nocif pour moi. Quand, cependant, le mental supérieur devient plus fort, alors il sera maintenant capable de prendre une décision quant à la direction de notre vie, de notre comportement, de notre personnalité. En grandissant en maturité, le supérieur commence à dicter de plus en plus ce que l'inférieur devrait être. J'aime manger cette nourriture, la volonté supérieure dit oui. Mon corps aime manger cette nourriture, mais ce n'est pas quelque chose qui, à long terme, est utile pour moi en tant qu'être humain à part entière. Et donc, même si mon corps peut en souffrir en partie, se sentir privé, la réponse est toujours non, je ne le ferai pas. Et alors, je suis prêt à vivre la privation, le sevrage, la sensation d'inconfort. Nous sommes prêts à les traverser. Quand nous traversons une telle privation, après quelques jours, nous constatons que cela ne nous dérange plus tellement. Il peut s'agir d'un simple attachement à des choses comme le café, les boissons gazeuses, même le thé ou d'autres choses. Lorsque le mental supérieur voit que c'est quelque chose qui n'est pas très sain, très utile, ou immoral, ou non éthique, alors la volonté supérieure commence à s'affirmer sur la manière dont nous façonnons notre destin. Si ce mental supérieur n'est pas développé, ce qui se produit est que l'éducation de la personnalité déterminera notre destin. Notre éducation sera ce qui déterminera où nous irons, ce que nous ferons, et cela n'est pas une très bonne chose, parce que notre éducation est le résultat de toutes sortes d'influences, parfois bénéfiques, mais souvent pas vraiment bénéfiques, parce que nos valeurs, nos habitudes, nos attitudes ont été façonnées à un moment où nous n'avions pas encore la capacité de vraiment filtrer les influences qui viennent dans nos vies. Mais, après un certain stade, à l'âge adulte, nous commençons à découvrir qu'il y a certaines choses qui nous sont nuisibles et d'autres qui nous sont utiles. Donc, nous prenons la décision que celles que je considère nuisibles, je ne leur permettrai plus de faire partie de mes habitudes quotidiennes. Alors nous commençons à façonner notre destin. Cela fait partie de notre croissance globale vers la transformation de soi, vers la réalisation de soi. La méditation aide à développer cette faculté, cette capacité supérieure à voir les choses telles qu'elles sont et, plus important, à affirmer cela à la personnalité, notre nature inférieure. Et c'est là le début du changement de la direction de notre destin. Alors, permettez-moi de m'arrêter ici et, si vous avez des commentaires, des questions, nous pouvons commencer la discussion. Vous pouvez taper à nouveau vos questions ou vos commentaires dans la boîte de discussion ou vous pouvez réactiver votre microphone puis partager vos réflexions ou poser vos questions. Trish demande, dans la partie consciente du mental supérieur, est-ce que la conscience qui fait partie du mental supérieur est le moi supérieur? Oui, mais pas entièrement. Il y a à l'intérieur de nous quelque chose de plus profond, auquel on fait parfois référence en tant que sens moral. Quelque chose qui ne fait pas seulement partie de notre mental supérieur, mais aussi de ce que l'on appelle la bouddhi. Cette chose qui est capable de ressentir de la compassion envers d'autres êtres sensibles. Mais, même au niveau du mental supérieur, nous commençons à avoir cela plus clairement.
En d'autres termes, nous pouvons voir objectivement que quelque chose n'est pas juste. Et, même si, en agissant en conséquence, nous nous priverons d'une sorte de bénéfice, alors, lorsque la volonté intérieure ou la volonté supérieure est forte, le corps et l'action suivront. Mais, lorsque la volonté supérieure n'est pas très développée, entraînée, n'étant pas conscient, alors l'impulsion de la personnalité inférieure prendra le dessus. Un très bon exemple est lorsque nous avons peur. Nous pouvons savoir que quelque chose n'est pas vraiment dangereux, comme par exemple, certaines personnes qui ont la phobie des serpents ne peuvent pas s'approcher d'une photo d'un serpent, ni même de la regarder. Le mental sait que ce n'est qu'un morceau de papier, une image, et pourtant le corps réagit comme s'il y avait un réel danger. Donc, le corps et la personnalité sont évidemment dans l'erreur. Ce n'est pas réaliste, et pourtant, quand la phobie est très forte, alors la personne n'a presque aucun contrôle. Tout le corps se paralyse et il réagira simplement automatiquement. Ici, nous devons travailler à la fois au niveau du développement du mental supérieur ainsi que de l'inférieur. Peut-être qu'à un autre moment, nous pourrons parler de comment gérer des choses comme la colère extrême, la phobie, le ressentiment, la haine, et comment laisser cela se neutraliser de sorte que la volonté supérieure devienne plus assertive, plus capable de s'affirmer. Parce que si une personne a une phobie et se paralyse soudainement, tout le corps se fige et le mental supérieur ne peut rien faire parce que le corps n'est plus fonctionnel. Donc, lorsque nous avons développé notre mental supérieur, cette faculté que nous appelons généralement la conscience devient de plus en plus forte, c'est là quelque chose d'impersonnel, il ne s'agit ni de nos goûts ni de nos aversions. Ici, il y a une question. Comment pouvons-nous pardonner? Le pardon ou le besoin de pardonner signifie qu'il y a quelque chose que nous ressentons en nous que nous ne pouvons toujours pas laisser aller. Cela peut être une douleur, ça peut être un sentiment d'injustice, un sentiment qu'il y a eu un traitement injuste, un ressentiment envers une personne, voire un groupe de personnes. Intellectuellement, nous pouvons dire, par exemple en tant que théosophe, que tous les êtres humains, un jour, deviendront Mahatmas. En d'autres termes, nous deviendrons tous des personnes réalisées, nous irons tous au-delà de nos imperfections. Donc, c'est, intellectuellement, quelque chose de facile à accepter dans notre esprit. Et pourtant, en ce moment, nous pouvons constater que nous ne pouvons pas regarder une personne avec qui nous sommes en colère. Et cela parce que, dans notre corps, dans nos émotions, dans notre mental inférieur, il y a ce ressentiment dont nous ne pouvons toujours pas nous détacher, et nous devons travailler sur cela. Je vais juste partager rapidement comment cela peut être fait, mais peut-être qu'une explication plus détaillée pourra être donnée à un autre moment. Si je suis tellement en colère contre une personne, je sens que cette personne a commis beaucoup d'injustices. Alors que je pense à elle, je dois essayer de ressentir mon corps, mes sentiments, et de prendre conscience de ce que je ressens. Quel genre d'inconfort est-ce? S'il y en a, alors je devrais résoudre ce problème de sorte que cette énergie que nous appelons le ressentiment commencera à circuler, à s'atténuer et à disparaître jusqu'à ce qu'elle devienne neutre. Quand nous sommes capables de faire cela, alors le mental supérieur prend le dessus et voit cette personne non pas comme un objet de haine, mais comme une personne qui traverse encore ses propres difficultés. Cette personne a agi injustement envers des gens. Ce n'est pas simplement parce que cette personne est vraiment mauvaise, mais en raison de la nature de son éducation et de ses expériences. Elle fait les choses uniquement dans son intérêt personnel. Et par conséquent, nous pouvons voir cette personne plus objectivement. Cependant,
Chaque fois qu'à l'intérieur de nous, il y a encore ce ressentiment et cette colère, alors il est très difficile de voir cette personne objectivement. Et chaque fois que nous entretenons du ressentiment ou de la haine ou une colère profonde, nous produisons une qualité d'énergie en nous qui en fait est réellement nuisible pour nous. Chaque fois que nous sommes haineux, il y a du poison en nous. Cela affecte non seulement notre santé, mais aussi notre nature, notre propre bonheur et notre équanimité. Par conséquent, il est préférable de ne pas nourrir ce genre de sentiments, car la première personne à qui cela fait du mal n'est pas la personne que nous détestons ou contre qui nous sommes en colère, mais nous-mêmes. Il y a un dicton disant qu'une personne qui déteste est quelqu'un qui boit du poison pensant que l'autre personne mourra. Quand nous prenons ce poison appelé la haine, la première personne qui meurt est nous-mêmes. Le mental supérieur peut gérer les injustices selon un mode plus sage. En d'autres termes, si M. A m'a fait une injustice, alors que puis-je faire pour corriger cette injustice? Laissez-moi travailler sur cela sans aucun élément personnel. C'est la raison pour laquelle les Mahatmas de la Société théosophique ont mentionné que l'une des conditions préalables pour devenir un Mahatma est que nous devons renoncer au désir de vengeance, d'être vindicatif. Nous devons voir les gens comme un travail en cours, comme des âmes qui viennent d'états imparfaits, très égoïstes, pour éventuellement devenir de plus en plus développés et purifiés. En attendant, comme ils agissent avec égoïsme et même mauvaise volonté, nous devons nous occuper d'eux par devoir et non par ressentiment. Il y a ici une question sur la position concernant la méditation. Pouvons-nous simplement mettre nos mains sur les genoux? Est-ce que le bout des doigts doit se toucher? Et quel est le but de ces positions suggérées? Vous remarquerez qu'habituellement, dans certaines illustrations ou photos, les yogis sont assis en position du lotus, ils placent leurs doigts comme ça, ou chez certaines personnes, ils placent leurs mains de façon à ce que leurs pouces soient connectés. Ces pratiques ont pour but de permettre la circulation normale de l'énergie ou chi dans notre corps. En d'autres termes, il y a du chi circulant régulièrement dans tout le corps et ce ne sont que des méthodes pour aider à la circulation. Mais prenez note qu'ils ne sont pas essentiels dans la pratique de la méditation. Ils sont utiles pour éliminer les irrégularités du flux et c'est la raison pour laquelle, dans la pratique de la méditation, la respiration est très utile. Avant de faire la méditation, nous pouvons constater que souvent nous sommes agités. Et quand vous entrez dans la respiration profonde, la respiration abdominale, ni rapide ni lente, mais profonde, vous constaterez que le corps devient plus calme, plus détendu. Et c'est vraiment ce qu'il faut, un corps détendu. Lorsque le corps est tendu, il est difficile de méditer. En fait, lorsque vous méditez et que vous constatez que le corps, les émotions sont tendues, vous pouvez ouvrir les yeux et, tout d'abord, simplement travailler sur vos émotions et après, lorsque vous êtes calme, revenir à la méditation. Parfois, il n'y a pas que cela, pas seulement ce flux d'énergie, mais autre chose, des sensations. J'en ai discuté la semaine dernière dans notre session. Quand il y a des sensations, faites la distinction entre les sensations dues au flux de l'énergie, au flux interrompu ou bloqué, ou s'il s'agit de douleur. Quand ce ne sont que des sensations du flux d'énergie, ignorez-les, elles disparaîtront simplement. Quand il y a des blocages comme des maux de tête, arrêtez votre méditation, traitez votre mal de tête jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis revenez à la méditation. Supposons que vous ayez des visions, donc ceci est un autre domaine. Vous avez des visions, vous voyez des choses comme des objets devant votre œil mental.
Prenez note qu'elles peuvent être intéressantes, mais qu'elles ne sont pas pertinentes pour la pratique de la méditation. Parce que le but recherché dans la méditation est d'aller dans cet état de calme mental. Pas de mots, pas de perception, pas d'image, juste un état de calme. Dans le yoga, on l'appelle la cessation des mouvements de cette substance appelée chitta ou substance mentale. Quand ceux-ci cessent, nous arrêtons de penser et cette cessation est l'objet de la méditation. Et quand cela est atteint, et si nous sommes prêts, alors nous sommes prêts pour les prochaines étapes plus avancées dans la méditation qui se produiront spontanément. Et c'est un éveil plus complet de ce que l'on appelle prajna ou l'esprit éclairé. Il y a une question à propos du subconscient. On dit qu'il y a là un immense pouvoir. Oui, le subconscient est vraiment très puissant. En fait, beaucoup de choses que nous faisons pratiquement tous les jours sont réalisées grâce à notre subconscient. Lorsque nous nous réveillons et que nous allons à la salle de bain pour nous brosser les dents ou faire autre chose, ce sont là des actions automatiques découlant de notre subconscient. Quand nous conduisons une voiture, nous pouvons parler aux gens et participer à la conversation, et pourtant, le corps, les jambes, les bras, les mains continuent de réagir pour maintenir une conduite automobile efficace. C'est parce qu'à ce moment-là, le subconscient commence à prendre le contrôle. Si vous êtes un pianiste qui joue du piano classique, vous remarquerez que le corps, les doigts, les mains ont une mémoire qui leur est propre. Vous avez peut-être déjà mémorisé toute la pièce et ensuite vous n'y pensez pas. Vos mains et vos doigts jouent sans réfléchir, mais au moment où vous commencez à y penser, vous constatez que vous avez oublié quelle est la suite. Aussi, le subconscient est si puissant qu'il est en fait le fondement de l'efficacité de ce que l'on appelle l'hypnose. Par conséquent, nous devons commencer à prendre en considération comment gérer ces choses enracinées en nous, dans notre subconscient. Et lorsque celles-ci ne sont pas utiles, nous devons leur permettre d'être neutralisées. Il y a des habitudes, attitudes ou réactions inconscientes qui sont utiles. Par exemple, lorsque vous conduisez et appuyez soudainement sur le frein parce qu'il y a un feu rouge, ou que quelqu'un traverse, c'est une réaction automatique, presque non consciente. C'est là quelque chose qui est utile. Alors laissez-le comme ça. Mais les phobies et les ressentiments sont des réactions subconscientes qui ne sont pas utiles. Et ce sont ces choses que nous devons abandonner. Éventuellement, il devrait y avoir de moins en moins de distinction entre le conscient et le subconscient. Chaque fois que nous pratiquons la méditation, notre conscience commence à s'étendre plus large, plus haute, plus profonde. Et nous devenons de plus en plus conscients des éléments subconscients dans notre mental, de ces choses dont nous avons peur, de l'anxiété, des ressentiments, des problèmes, des choses qui nous dérangent. Cela commence à faire partie de notre mental conscient, jusqu'à ce que, plus tard, nous découvrons qu'il n'y a peut-être plus de différence essentielle entre le conscient et le subconscient, de sorte que nous pouvons alors aller de plus en plus loin dans le subconscient et que nous avons maintenant la capacité de le purifier. Il y a un commentaire ici que cette séance de méditation aide à favoriser le sentiment de connexion, la fraternité et le soutien de notre travail théosophique. Oui, c'est peut-être l'une des bonnes choses de ce confinement, car nous sommes obligés de faire des réunions de branches, des rencontres en ligne. C'est très bien que nous ayons cette capacité de réunion en ligne, et pour le mois d'avril, nous continuerons de faire cela pour le reste des mardis. Donc, nous aurons 4 sessions, incluant aujourd'hui, et après, nous verrons ce qui peut être utile et approprié. Nous vous demanderons vos suggestions et vos commentaires sur la façon dont nous pouvons procéder et demeurer en contact.
Il y a un commentaire ici par René. Ce confinement est une opportunité pour chacun de nous de rencontrer l'être intérieur. Cela peut être la plus grande opportunité de notre vie. Oui, je suis d'accord, tant que nous essayons de le faire. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps à penser à la nourriture. Donc, à chacun son choix. Mais parmi nous, c'est peut-être vraiment une bonne opportunité, tout d'abord, de réfléchir et de faire des choses importantes que nous avons reportées. Par exemple, pour beaucoup de gens occupés, nous manquons de de tranquillité, de temps de qualité avec les membres de notre famille. C'est maintenant une occasion en or d'être ensemble, parce que personne ne sort, nous sommes tous à la maison. Alors, que faisons-nous ensemble? Pendant le déjeuner, le dîner, à d'autres moments. Partageons ce plaisir d'être ensemble. Y a-t-il des choses que vous voulez faire? Peut-être aimeriez-vous écrire un article, préparer une conférence, écrire un livre ou faire des recherches. Ce serait une occasion en or de le faire. Aussi, cette communication avec les autres, malgré des milliers de kilomètres, pouvoir être en contact, voilà une autre merveilleuse opportunité. Aux Philippines, nous avons commencé à organiser régulièrement des réunions via l'application Zoom. Nous l'avons déjà fait 2 ou 3 fois et, en fait, cette session sur la méditation est le résultat de nos réunions. Et si c'est quelque chose qui est utile, alors, même sans confinement, sans coronavirus, peut-être pouvons-nous continuer ce type de rencontre. René dit qu'avec le virus, nous pouvons voir l'interdépendance de tout, y compris avec les animaux, là où le virus a commencé. Nous sommes un et il n'y a pas de les autres. Oui, merci René. Il y a maintenant plus de 200 pays et territoires à travers le monde qui ont été touchés par ce virus qui est parti d'un seul endroit. Et maintenant, nous constatons que nous sommes confrontés à un défi commun, que nous devons le relever ensemble et nous entraider. Il y a un commentaire ici. Le confinement a uni l'humanité d'une manière particulière. Il est temps d'y réfléchir et de redéfinir le but de notre existence. Merci. Maintenant, juste au cas où certains d'entre vous auraient des suggestions concernant ces sessions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à Charlie Romero, celui qui vous a envoyé la notification, ou moi-même. Maintenant, en attendant, je vous suggère fortement de consacrer au moins une fois par jour une période de 20 minutes pour une méditation régulière. Au début, votre corps va se plaindre, être agité et ne pas vouloir le faire, parce que vous pensez avoir une autre chose à faire. Mais, ayant en ce moment l'opportunité d'avoir plus de temps disponible, il serait bien d'y consacrer 20 minutes, même si vous considérez cela comme une perte de temps. Ce ne sera pas une perte de temps, car ce sera une opportunité vitale et cruciale pour nous d'être en contact avec notre nature extérieure et intérieure. Je vois que parmi ceux qui se sont joints, il y en a beaucoup que je connais personnellement, d'autres que je ne connais pas. Bienvenue à vous tous à cette session sur la méditation. Prenez note que, comme je l'ai mentionné dans notre première session, cette session sur la méditation est différente de ce que nous appelons une méditation de guérison qui a un but différent. Le but de cette méditation guidée est de nous aider à entrer en contact avec notre nature intérieure, notre soi supérieur. Il y a une question ici. Même si nous en sommes seulement à l'étape de contrôle, de maîtrise, et incapables de passer à la deuxième étape de la méditation, pouvons-nous tout de même être en contact avec le soi supérieur? Ce que nous appelons le soi supérieur débute avec notre mental supérieur. Nous avons tous le mental supérieur déjà actif, toutefois, comme c'est souvent le cas, nous ne sommes pas conscients de son fonctionnement. Il se confond avec le mental inférieur
et par conséquent, il n'est pas facile de les différencier. Dans la méditation, nous développons une conscience claire de ce que le mental supérieur nous transmet et cela développe la volonté supérieure ou la volonté intérieure. Mais nous sommes déjà en contact avec le soi supérieur ou, plus précisément, notre mental supérieur. Chaque fois que nous réfléchissons avec la pensée abstraite, la pensée philosophique, nous utilisons déjà notre mental supérieur. Toutefois, nous n'en sommes pas encore pleinement conscients. Alors allez-y, faites-le, continuez la pratique, ainsi nous réalisons que cette expansion de conscience est quelque chose qui servira non seulement dans la pratique de la méditation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Merci. Prenez grand soin de vous.